on est en train de nager dans quelque chose qui nous entoure, et on n'a pas conscience de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas conscience de cette énergie du vide? Tout simplement parce que le vide est partout. Il est aussi bien à l'extérieur de nous, mais aussi bien en nous. Si vous prenez la Terre et que vous écrasez les électrons sur le noyau, la Terre pourra rentrer en dessous de la tour Eiffel. C'est bien la preuve qu'il n'y a que du vide. Et si vous écrasez maintenant les distances qu'il y a entre les nucléons, votre Terre ne sera plus qu'une petite aigle d'épingle. Vous êtes composé de 99,99999% de vide. Nous ne sommes que vide. Et donc ce vide, évidemment, équilibre tout aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. De même que vos poissons sont aussi composés d'eau et ne ressentent pas ce vide. On va ressentir le vide qu'à partir du moment où il est déséquilibré. Et ces petits déséquilibres, ce sont justement ces émissions spontanées de photons et autres. Ce qui est assez impressionnant et ce qui aide beaucoup finalement à la compréhension des théories de Nassim, quand je discute avec des physiciens aux États-Unis et que je leur dis que le rayon du proton a rétréci, ça leur fait un choc. Lorsqu'il y a peu, le rayon du proton était considéré comme une valeur sûre de la physique, son rayon apparaissant sur la liste des constantes fondamentales de la nature. Randolph Paul et ses collègues ont voulu mesurer encore plus précisément le proton, c'est-à-dire, comme on le fait pour la valeur de pi, mettre un peu plus de décimales à la fin de la valeur officielle. La valeur Kodata avant 2010 était de 0,8768 x 10-13 cm, et ils s'attendaient à pouvoir compléter cette série. Or, leur mesure est non seulement plus précise, mais surtout beaucoup plus petite, parce qu'on passe de 0,87 à 0,84. Cette nouvelle valeur du rayon du proton montre que Nassim Haramein est sur la bonne voie, puisqu'en utilisant cette nouvelle valeur, il retrouve presque exactement la masse du proton au repos. Par le nouveau modèle de Nassim Haramein, il peut aussi prédire, il peut aussi donner une valeur mathématique. On n'a donc plus d'incertitude pour la fin des chiffres, et la valeur de Nassim est de 0,841236. Soit en fait exactement au milieu de la première valeur corrigée de Randolph Paul, et en fait, comme c'était tellement choquant que cette valeur du proton, que ce rayon du proton diminue, pendant 3 ans ils ont essayé de confirmer ça, et ils se sont rendus compte que d'autres mesures donnaient bien une valeur nettement plus petite, même si jamais ce n'était pas la valeur de 2010, on voit que cette valeur est encore plus petite. Et on voit que le proton, le rayon du proton prédit par Nassim se situe entre les deux, un peu plus près encore de la dernière valeur. Voici donc l'équipe qui a mis sur pied la dernière valeur en 2012-2013. Enfin, le dernier point du cadre théorique, c'est l'interaction forte. Nassim Haramein nous démontre que la force forte est la force gravitationnelle, due à la masse des protons trous noirs. Cela vaut donc la peine d'expliquer brièvement comment on la décrit généralement. En 1911, découverte de l'existence d'un noyau dans les atomes. En 1935, Hideki Yukawa, et Nassim va se servir du potentiel de Yukawa pour expliquer justement le drop-off, le phénomène que nos protons ne subissent pas l'attraction trop loin. Mais Hideki Yukawa donc élabore la première théorie de la force nucléaire afin d'essayer d'expliquer la cohésion des noyaux. Les noyaux sont formés de protons positifs et de neutrons électriquement neutres. Or, à cette époque, il n'existait que 2 interactions fondamentales, la gravitation et l'électromagnétisme. On a rajouté après ça la force forte et la force faible.
qui ne pouvait expliquer la cohésion du noyau. La gravitation étant beaucoup trop faible, tout d'abord évidemment parce que la gravitation G-mn sur des carrés, vous avez la constante G de Cavendish qui vaut 10-11, donc il faut déjà avoir des masses qui sont supérieures à 10-11 kg pour pouvoir avoir un newton. Et puis évidemment, la masse des protons, 10-24 grammes, n'est pas suffisante pour avoir ce fameux effet gravitationnel. Lorsqu'on a un proton qui pèse 10-24 grammes, ça ne marche pas. La gravité ne peut pas fonctionner. Et de même que l'interaction électromagnétique ne peut pas assurer la cohésion des particules électriquement neutres, comme les neutrons. En effet, les neutrons étant neutres, l'électromagnétisme ne marche pas, donc il fallait inventer quelque chose d'autre. En 1964, l'hypothèse était mise que les protons, les neutrons et les autres particules découvertes n'étaient pas des particules élémentaires, mais des objets complexes constitués de particules plus petites appelées quarks. Entre 1967 et 1970, une nouvelle théorie vit le jour, la chromodynamique quantique, ou QCD. La chromodynamique quantique propose une description de l'interaction forte qui permet de lier les quarks entre eux pour former des particules de composites appelées hadrons. Par exemple, les protons, les neutrons et les pions. L'interaction forte s'applique aux quarks et uniquement aux quarks. Les électrons, neutrinos et photons ne sont pas des quarks, ils sont insensibles à l'interaction forte. Tout comme l'interaction électromagnétique agit entre particules possédant une charge électrique, l'interaction forte agit entre des particules possédant une charge de couleur, d'où le nom chromodynamique. L'interaction forte possède une propriété très particulière, appelée liberté asymptotique. Ce terme un peu barbare signifie seulement qu'elle a le comportement inverse de l'interaction électromagnétique ou de la gravitation. En effet, dans le cas de ces interactions familières, la force diminue avec la distance entre les objets en interaction, ce qui donne les fameuses lois en 1 sur d carré. Vous connaissez la gravitation, je viens de vous la citer, mais vous avez aussi la force électrique qui est égale à la constante électrique multipliée par le produit des charges sur la distance qui les sépare au carré. On a donc bien ce phénomène. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La liberté asymptotique nous dit en fait que les protons sont pratiquement non liés quand ils sont tout près, mais quand ils cherchent à s'éloigner, ils sont extrêmement fort liés. Si vous prenez deux petites masses accrochées par un ressort, vos deux masses n'auront pas l'impression d'être reliées par le ressort. Mais à partir du moment où vous essayez d'éloigner ces deux masses, vous allez voir que votre ressort va se tendre et va de plus en plus résister à l'écartement de ces masses. C'est en fait ce que signifie la liberté asymptotique. Donc, comme son nom l'indique, l'interaction forte est l'interaction fondamentale qui a l'intensité la plus importante, ce qui permet de contrer la répulsion électrostatique entre les protons dans les noyaux atomiques. Voilà, la première partie sur le cadre est terminée. On va maintenant aborder le travail de Nassim. Donc, comme je vous ai dit, Nassim recherche à expliquer ce phénomène depuis plus de 30 ans. Il a écrit pas mal d'articles. Je ne vais parler que des plus importants qui vont conduire à Quantum Gravity. Donc, en 2005 et en 2007, il a retravaillé les équations de Kerr-Newman en rajoutant le spin et la torsion, les effets Coriolis. Donc, il a appelé ça la solution de Raucher-Aramein, puisqu'il a travaillé avec Elisabeth Raucher. Et donc, dans les articles précédents, il a donné une nouvelle approche
de la solution de Schwarzschild aux équations de champ d'Einstein. Il a modifié la métrique de Kerr-Newman en y ajoutant la torsion. Bref, ce qui est pas mal pour expliquer pourquoi les objets sont bien en rotation. L'article ici devient très intéressant parce qu'il développe des lois d'échelle des trous noirs, aussi bien macroscopiques que microscopiques. Donc ces trous noirs qui obéissent aux conditions de Schwarzschild et à la métrique de Kerr-Newman. Sur un graphique des fréquences en fonction des rayons, on constate que la matière peut s'organiser en trous noirs et que cette organisation fonctionne autant pour une entité de la taille de la galaxie que pour un atome. Serait-ce le premier indice d'une unification de la cosmologie et de la physique quantique? Donc voici le graphique. Vous avez ici les fréquences, le rayon. Vous avez ici l'univers. Oui, l'univers est un trou noir. Si vous prenez le rayon de Schwarzschild et que vous mettez la masse de l'univers, 10 exposant 55 grammes, on verra que l'univers correspond bien à la solution de Schwarzschild. Vous avez différentes galaxies, vous avez notre Soleil qui correspond à ça, mais vous avez aussi l'atome. Donc les protons correspondent bien à un trou noir. Un autre graphique, personnellement, je n'aime pas les graphiques logarithmiques parce qu'on peut leur faire dire plus ou moins n'importe quoi, mais quand même, l'écart est important. Si vous prenez un graphique avec les rayons et les masses, vous allez voir qu'il y a une corrélation. Ce sont les masses par rapport donc aux rayons tendent à se grouper selon une ligne. Par contre, vous avez bien votre rayon de Schwarzschild qui est considéré comme un trou noir. Et cette distribution accepte le rayon de Schwarzschild dans cette ligne, dans cette distribution. Si vous prenez votre proton standard, il est complètement en dehors des autres grandeurs, ce qui peut poser question aussi. Alors, de plus en plus intéressant, ici nous sommes vraiment dans l'introduction de la gravité quantique et la masse holographique, c'est le proton de Schwarzschild. Donc en prenant en compte la relation entre les fluctuations d'énergie quantique du vide de Planck, puisque le vide, finalement, il est rempli d'ondes, autant s'en servir. Et le proton dans un contexte de l'horizon d'un trou noir, on peut obtenir la valeur donnée à la force forte qui lie les protons et les confine dans le nucléon, comme un potentiel gravitationnel classique. En d'autres termes, si le proton est considéré comme un mini-trou noir en raison de son interaction avec l'énergie du vide quantique, l'énergie masse produite par ce trou noir correspond exactement à la force de confinement gravitationnel décrite dans la physique quantique comme la force forte. Donc, que fait Nassim? Il reprend l'énergie de la densité du vide et il remplit une sphère qui est la taille d'un proton. Et il regarde quelle est la masse énergie que l'on peut mettre dans cette sphère. Bizarrement, il tombe sur un chiffre connu. Il va retomber sur le fameux 10 exposant 55 grammes, qui est en fait la masse de toute la matière de l'univers, ce qui est déjà intriguant. Donc la quantité de masse-énergie à l'intérieur du volume d'un proton en termes de petites fluctuations du vide de Planck est équivalente à la masse généralement admise comme la masse de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ou comme déduction?
cela implique que toutes les informations de tous les autres protons dans l'univers pourraient être exprimées par l'information de l'énergie du vide à l'intérieur d'un seul proton. C'est d'une grande pertinence en faveur d'un mécanisme holographique. Il s'agirait dans ce cas d'un mécanisme dans lequel l'influence holographique de l'information de 10 exposant 80 protons, c'est ce qu'on entend en général comme quantité de protons dans l'univers. On estime que le chiffre est composé entre 10 exposant 78 et 10 exposant 82. Donc, ces 10 exposant 80 protons, en tout cas l'information de ces protons, interagit avec un seul proton et produirait la valeur exacte de la masse au repos de ce proton, qui est de l'ordre de 10 exposant moins 24. Et c'est évidemment pour ça que Nassim appelle sa théorie la théorie de l'univers connecté, puisque un proton serait connecté avec tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait toujours dans ce proton de Schwarzschild? Il va prendre le rayon de Schwarzschild pour le proton, comme proton, et il va calculer quelle est la masse de Schwarzschild, la masse trou noir que devrait avoir un proton. Et il arrive, bon, le calcul est assez simple, hein, c'est de nouveau 2Gm sur C carré, il va arriver à une masse trou noir qui est de l'ordre de 10 exposant 14 grammes. Donc, si vous reprenez ce graphique, vous allez avoir un écart entre le proton trou noir qui vaut 10 exposant 14 grammes et le proton standard qui vaut 10 moins 24 grammes. Vous allez avoir un écart de 10 exposant 38. Vous avez 38 ordres de magnitude plus grands entre ceux-ci. C'est un espace colossal et c'est pour ça que même dans les échelles logarithmiques, ça se montre. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que la quantité totale d'énergie du vide qui sert à fabriquer un petit proton trou noir n'est qu'une infime partie de la possibilité du vide que l'on trouve dans le proton. Nassim continue à essayer d'expliquer d'où provient ce 10 exposant 38. Comme je vous l'ai dit au départ, quand j'ai rencontré Nassim il y a quelques années, j'étais franchement en colère contre lui quand il m'a dit qu'un proton pouvait valoir 10 exposant 14 grammes. C'était stupide. Tout le monde sait qu'on peut mesurer la valeur du proton et qu'on est très loin de 10 exposant 14. J'aurais accepté 10 exposant moins 22, quelque chose comme ça, mais 10 exposant moins 14, pour moi, il était ahuri. Et donc, c'était tellement violent par rapport à ce que je connaissais que j'avais vraiment de la colère. Je lui ai dit d'ailleurs le pauvre. Et Nassim, la seule chose qu'il pouvait, avec son grand sourire, dire, c'était, ben voilà, je suis bien conscient qu'il y a un écart de 10 exposant 38 grammes. Mais ce 10 exposant 38 grammes, ou cet écart de 10 exposant 38, on le retrouve. Il ne provient pas de nulle part. Ce 10 exposant 38, c'est la valeur de la force forte lorsqu'on considère que la gravité vaut 1, on considère que la force forte est 10 à 38 fois, enfin elle est 38 fois supérieure ou de 39 fois supérieure, 10 exposants évidemment. Donc c'est une première idée, et Nassim a essayé de développer ça de plus en plus. Il a essayé de se demander si jamais la force forte pouvait être la gravité. Et donc, il a pris les caractéristiques que l'on donne en général pour la gravité. On sait que le temps d'interaction, plutôt pour la force forte, est de l'ordre de 10 moins 23 secondes. Donc, il a calculé l'interaction qu'on pouvait avoir, le temps d'interaction qu'on pouvait avoir dans un système où deux protons vont interagir. Pour ça, il a repris l'attraction gravitationnelle que l'on pouvait avoir entre deux protons qui étaient séparés juste par leur rayon,
il a mis cette valeur dans la fameuse relation F est égal à n fois A, et puis il a calculé la vitesse relativiste, puisqu'on a A, on a R, et il a obtenu une valeur de l'ordre de celle de la lumière. Ce qui est assez intéressant en cosmologie, c'est que quand on regarde l'interaction des trous noirs que l'on peut voir ou que l'on peut estimer dans l'espace, les trous noirs supermassifs au centre de la galaxie ont aussi des vitesses relativistes. C'est intéressant de se rendre compte que ce qu'on peut trouver dans le macro se retrouve au micro. Donc, nous avons des vitesses de l'ordre de la lumière. Comme je vous ai dit, il a calculé le temps d'interaction et il s'est dit que le temps d'interaction était de l'ordre du temps d'interaction de la force forte. Bon, on arrive maintenant au dernier article sur la gravité quantique et la masse holographique.